Bonjour, c'est Maman, citoyen de la République très démocratique du Gondwana, président du Parlement du Rire. Je suis aujourd'hui à Lubumbashi dans l'émission La Team JMJ. C'est tous les samedis. Première diffusion midi. Après, vous pouvez voir, il y a des podcasts. S'il n'y a pas de podcast, il faut qu'ils créent des podcasts. Elle fait parfois débat, elle suscite la curiosité et très souvent elle est sujet des controverses. Oui, la gestion des clubs congolais pose question et aujourd'hui on nous posera un diagnostic pour identifier la maladie avec l'expertise de maître Jean-Claude Muzungu. Ils sont passés de chaotique à fantastique. Les Imaniens du Dari Club Motema Pembe enchaînent avec deux beaux résultats. Ils sont dans la forme de leur vie. Comme preuve, cette victoire sans embâche face aux Aigles du Congo. Oui, la victoire, ce n'est pas seulement une question de résultat sur le terrain, mais c'est aussi une question de donner de ce qu'on peut donner justement pour notre pays. Tel a été le cas de la Croatie de Luka Modric lors de la Coupe du Monde 2018. Luka Modric l'a fait pendant que personne ne pouvait parier sur cette nation croate, mais Modric et ses coéquipiers, par leur talent, leur abnégation, ont su propulser cette petite nation du football en finale de la Coupe du Monde. Et bien aujourd'hui, dans ce nouveau numéro de la Team JMJ, on va vous refaire le parcours de cette équipe croate lors de la Coupe du Monde 2018. Le casting est donc complet, la Team JMJ, c'est parti comme d'hab. On se la joue autrement. Voilà, on va se la jouer autrement encore pour ce 18e épisode de la Team JMJ. Franchement, aujourd'hui, c'est ma semaine. Ouais. C'est une semaine, bon, toujours boulot, mais dans la détente parfois. J'étais en train de suivre des séries. Oh, laquelle? Il y a la série Tyran. Ça me fait du bien, parce qu'il est devenu amateur de séries. Non, je lui ai conseillé une série Tyran. Même pour ceux qui nous regardent là, si vous êtes fan des séries, si vous tombez sur Tyran, je crois que vous allez aimer. Tyran de la tyrannie, c'est ça? Ouais. Ouais, ça c'est une phrase. Et ce qui est bien, c'est Tyran. Et ce qui est bien, j'ai fini toute la série. Déjà? Ouais, j'ai fini toute la série, donc j'ai suivi ça en boucle. Je te disais qu'il est, c'est un nouveau fan de série club, Ouais. que tout de suite, quand tu lui donnes un titre et tout, voilà, il s'acharne pour... J'ai suivi toute la série. Et là, je suis en train de me demander pourquoi il n'y a pas la 4e saison. Bon, on va suivre d'abord ma vidéo. de devenir djihadiste. Ouais, on suit d'abord ma vidéo et on revient pour poursuivre avec cette émission. Qui vous use, puis les échecs vous usent. Et après un temps, on a envie de dire... Oui. Mais quelle marge de Je manœuvre crois qu'il nous faut avons. devenir plus ambitieux, Tim Taboutine. Même avant qu'il parte, je devançais Fauzi Nidal. Cette victoire n'a aucune valeur. Ça laisse- Ça pourrait amener une réponse plutôt agressive. Très bien, alors j'arrête de manger. Comment ça? Je commence une grève de la faim. Tu ne vas pas croire que tu peux me laisser dans ce trou à ras avant que je me remette. Dans les épisodes précédents. Il faut que cette dynastie disparaisse. Voilà,
C'était ça, donc ma semaine au boulot et avec un peu de détente et d'évasion avec les séries télévisées. En fait, ça fait du bien parce que les séries télévisées, on se rend pas compte, ça nous permet un petit peu de nous évader, mais pas seulement, ça nous permet aussi d'apprendre. Par exemple, avec cette série Tyran, ben, tu apprends quelques réalités justement de ce qui se passe au Moyen-Orient. Il n'y a pas de 4e saison parce qu'ils ont tellement tout dit des certaines réalités. C'est pour ça qu'ils ont été interdits de produire la 4e saison. Mais c'est bien. Moi, personnellement aussi, je suis fan des séries. Donc, quand j'ai rien à faire ou nulle part où aller, bah, s'il n'y a pas du football à la télé, c'est les séries. Mais pas novelas, ça. J'ai rien contre ça, mais c'est pas mon style. Après, on dirait que je deviendrai Djihadiste. Non, pas vraiment. Ce qui est sûr, je veux pas dire que je déteste les séries. J'ai quand même une catégorie de séries que je regarde aussi, hein. Des séries afro-américaines, des séries d'action. Je suis fan de Bauer, Scofield et tout ce qui va avec. Ouais. Je regarde de temps en temps sans vraiment me lasser. Mais là, jusqu'à aller regarder des djihadistes, mais ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est inquiétant. C'est bon. Quand tu vas suivre, tu auras besoin de resuivre ça en boucle. On poursuit ce 18e épisode de la team JMJ. Là maintenant, on va refaire les matchs. Et aujourd'hui, on refait ces matchs à DSMP, Aigle du Congo, soldé par une victoire des Imaniens. 3 buts contre 1, DSMP qui se réveille et qui montre qu'il est encore vraiment ambitieux. DSMP qui se réveille, oui, parce que c'est les derniers clubs Motema Pembe. Mais le football en soi, parler des Aigles du Congo, c'est insignifiant en fait quand ça joue DSMP. On sait un peu le contexte qui est tendu. Chemanga qui est à DSMP, qui crée son équipe. Et c'est une équipe créée il y a à peine 3 ans. Et quand ça parle DSMP, c'est les grands clubs forcément qui devaient imposer un peu de manière. Ça surprend que la réalité actuelle nous impose que les Aigles du Congo soient les clubs qui battent un peu tout le monde en cascade, que ce soit Mazembe, Vita Club, Maniema Union, le Popo qui est aussi passé par là. Mais ce n'est pas aussi surprenant. Maintenant, rentrons dans ce qui y est actuel, parce que c'est quand même un dernier club Motema Pembe qui montre des signes favorables depuis un certain moment dans cette phase de play-off. Il y a un travail très acharné qui est réalisé en amont dans la première partie par Ngatono qui revient à la charge avec cette équipe du dernier club Motema Pembe. C'est un entraîneur qui est charismatique, que c'est quelqu'un qui n'est pas trop dans les déclarations. Vous le remarquez même qu'en conférence de presse, c'est pas lui qui prend la parole, c'est son adjoint. Mais lui, c'est beaucoup plus de travail parce que derrière, c'est quand même de belles victoires. Des battent le Popo, ça pourrait être une surprise, effectivement, qui enchaîne avec les Aigles du Congo. Et avec les Aigles du Congo, c'est une baffe quand on sait que ces Aigles du Congo ont imposé presque victoire calquée au TP Mazembe, 3 buts contre 1. Le Popo y a aussi laissé sa peau. C'est là que ça devient un peu plus sérieux. C'est là que ça devient un peu plus annonciateur de quelque chose de sérieux qui se prépare en coulisses. Donc, personnellement, en termes de carrière, en termes d'histoire, en termes d'espoir, de ce que ça représente, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas assez de surprises, que DSMP battent les Aigles du Congo. Mais au regard de cette saison, mais voilà, ça reste quand même une belle victoire. Par rapport à l'histoire, il n'y a pas assez de surprises que DSMP arrive à battre l'équipe des Aigles du Congo. Mais par rapport à notre réalité actuelle de notre football, c'est que c'est quand même extraordinaire pour DSMP de battre les Aigles. Moi, justement, pas extraordinaire, le mot il est peut-être trop, mais je pense simplement que d'abord déjà les grands clubs ils doivent remercier DSMP. Pourquoi? Parce que tous y sont passés. Vita Club, bon, le match n'a pas connu de fin normale, mais ça reste quand même une défaite. Jean l'a dit, tous les grands clubs y sont passés, mais seulement que DSMP et Aigle du Congo, c'est une petite rivalité dont on se rend pas compte. C'est un petit peu le petit frère ennemi parce que voilà, Vidier Chimanga, ancien à la Renaissance. Voilà, c'est un peu un conflit à la Renaissance, etc. Donc, au-delà de cet enjeu-là, il y a quand même une équipe du dernier club Motema Pembe aujourd'hui qui te propose une bonne base footballistique. On te parle de le jeune Marzouk qui a un talent exceptionnel, mais ce joueur-là, il est quand même bien accompagné. Il ne marque pas dans ce match-là, mais autour de lui, il y a ses coéquipiers qui ont marqué, ce qui fait valoir aujourd'hui le talent et le potentiel qu'il y a dans cette équipe du dernier club Motema Pembe. Et ce qui manque parfois dans certains clubs, c'est une petite organisation. Et aujourd'hui, ils nous ont montré le dernier club Motema Pembe qu'avec une petite bonne organisation, 2-3 talents pris à gauche et à droite, ça peut faire la différence. Donc c'est une victoire logique et méritée du côté d'un club Motema Pembe. Mais j'ai quand même remarqué
une certaine forme de suffisance du côté des Aigles du Congo. Et ça, il faudrait rapidement pallier à ça et éviter de tomber dans une orgueil mal placé, je dirais. Et cette bonne dynamique des DSMP ne pourra pas lui donner encore de l'envie d'aller chercher peut-être les 3 places qualificatives aux compétitions africaines interclubs. C'est un peu trop tôt de le dire. C'est un peu trop tôt de dire, de parler de ses ambitions clairement affichées du dernier club Motema Pembe. Mais je pense que la marge des progressions est nettement maintenant un peu plus visible et plus importante. Faudra dire que cette victoire du dernier club Motema Pembe relance un peu les débats dans la course à la qualification pour les interclubs de la CAF, parce que là, il y a plus de Aigles du Congo qui se sont un peu confortablement établis. Ça fait 2 défaites aussi pour eux. Ça fait 2 défaites pour Maniema Union. Ça fait 3 défaites pour Mazembe, 3 défaites pour le Popo, si je ne me trompe pas. Parce que tout le monde en a quand même perdu des points. Et c'est un peu trop serré au classement. On a un Maniema Union qui a 21 points, les Aigles ont 18, à une victoire. Dès là, je pense qu'ils ont un match en retard, si je ne me trompe pas. Il y a le Popo qui a aussi 1 ou 2 matchs en retard, parce que ça peut toutefois donner les chances aux autres de se repositionner dans cette quête-là à la course. Donc, mais voilà, faudra Il y a aussi l'équipe de Don Bosco qui essaie de troubler la fête. Le trouble oui, fait mais par excellence. Ouais, évidemment. Don Bosco, c'est un peu tout ça, la petite déception. Je disais aussi lors de notre dernière, la dernière émission, parce que on ne sait pas vraiment réellement ce que veut Don Bosco. C'est ce genre des femmes qui peut te mettre en transe et puis il te dit non à la fin. C'est ça la difficulté avec du CS Don Bosco, parce que quand tu fais des matchs aussi importants, tu fais 6 matchs sans perdre. Tu es à Kinshasa, tu fais un match nul face à Sangabalende, tu rentres à Lubumbashi, tu perds pas contre le Popo, même s'il faudra dire que ça reste toujours une défaite générique depuis 3-4 dernières années du CS Don Bosco face au Football Club Santelol Popo, et c'est le Popo qui a ses problèmes à lui. Tu perds pas quand même de matchs comme ça. Parce que moi, j'ai du mal à établir réellement la vraie ambition du CS Don Bosco. Mais derrière, il y a des clubs qui sont un peu plus sérieux, comme Maniema Union, comme les Aigles du Congo, qui l'ont démontré depuis la saison dernière, parce qu'ils ratent un peu de peu cette place en Afrique. Donc aujourd'hui, les DSMP, ça reste une belle progression, mais il faudra encore attendre. Eux-mêmes, ils veulent quoi? C'est ça la vraie question. Alors, on va suivre de près cette phase de play-off de la Ligue nationale de football, comment ça va donc se dessiner les choses de ces côtés-là, si peut-être l'équipe des DSMP va donc décrocher une place qualificative aux interclubs de la CAF. Donc à suivre aussi dans nos prochaines éditions de la team GMJ. Ici donc on va faire place à notre focus du jour. C'est le focus dans la team GMJ et pour aujourd'hui, on reçoit Maître Jean-Claude Muzungu pour évoquer la gestion administrative des clubs ici en République démocratique du Congo et ses aléas. Déjà, Maître sur ce plateau, bonjour et bienvenue. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les amis des sports. Je vous remercie de cette invitation. Voilà, déjà, pour entrer en matière avec notre sujet, je vous pose la question de savoir, qu'est-ce qui vous inspire les côtés administratifs des clubs ici en RDC? Bien, dire qu'il y a des choses qui m'inspirent, ce serait vite aller en besogne. Okay. On ne peut pas parler de l'administration d'une institution comme un club sans pour autant envisager l'existence d'un cadre juridique sur lequel reposerait cette administration-là. Okay. Et donc, tout doit partir d'abord par la loi elle-même, portant création, organisation et fonctionnement des activités physiques et sportives en République démocratique du Congo. Et donc, cette loi-là qui érige les activités sportives en ASBL, voilà la nature juridique, n'est-ce pas, du sport chez nous en RDC. Évidemment, avec les évolutions qu'il y a eu pour finalement faire un peu du droit comparé en copiant ce qui se passe en Europe, parce que les clubs en Europe sont des sociétés. Ce sont des sociétés commerciales. Alors, Mazembe a tenté l'expérience avec V-Club qui lui a emboîté les pas. Je ne sais pas à quel niveau aujourd'hui ces clubs se retrouvent, parce que les soucis, c'est de toujours poser les actes qui puissent être conformes à la loi. Alors, en dehors de la loi, il y a les règlements sportifs généraux, il y a les statuts, par exemple, de la Fédération congolaise de football association. Il y a le règlement du championnat d'élite chez nous,
que nous appelons actuellement, anciennement, c'était Vodacom Ligue 1. Aujourd'hui, c'est Illico Cash Ligue 1. Alors, ou l'Inafoot Illico Cash. Bien. Ainsi établi le cadre juridique, maintenant, on passe à la gestion des clubs. Les clubs s'organisent de quelle manière? Les clubs s'organisent de manière à ce qu'ils puissent disposer d'abord d'un acte juridique qu'on appelle les statuts. Un club doit disposer des statuts conformes à la loi et à la réglementation sportive. Okay. Et finalement, ce sont ces statuts-là qui définissent, n'est-ce pas, l'organisation et le fonctionnement d'un club. D'où l'existence, par exemple, dans les statuts, de l'organe suprême que l'Assemblée générale, qui vote les membres ou les animateurs du comité de chaque club. Alors, c'est ce comité-là, finalement, qui est appelé à assurer la gestion courante des activités du club. Alors, l'objet social de tout club sportif étant l'activité sportive visée, donc ça peut être le football, le basketball, toutes disciplines confondues. Alors, le comité de gestion fait fonctionner les choses conformément à la mission ou aux objectifs du club, donc assignés au club. Je prends le cas du football, parce que moi je suis dans le domaine du football. Okay. Alors, les statuts, la plupart des clubs sont des statuts très riches, formidables. Mais le seul couac que j'ai constaté, moi, d'expérience, que, d'ailleurs, je le dis sans crainte d'être contredit, que de toutes les équipes de football que je connaisse qui opèrent en République démocratique du Congo, aucune ne fonctionne conformément au cadre juridique. Ça, c'est la phrase d'émission. Oui, ça c'est vrai. Ah, oui, aucune équipe n'a réuni les conditions légales pour exister. Aucune, il n'y en a pas, que je sache. En commençant par les grands, jusqu'aux clubs qui viennent d'être créés. Je n'en connais pas un seul qui puisse fonctionner. Je m'en vais vous donner un exemple. Lorsque je prends l'article 62 du règlement sportif du championnat, de la LINAFOOT, l'actuel, en cours, 62 pose des conditions pour être un club viable et participer au championnat. Il faut par exemple, disposer d'un stade. Est-ce que tous les clubs ont un stade? Pas du tout. 2, il faut disposer d'une équipe de jeunes. Est-ce que tous les clubs en disposent? 3, il faut disposer, chaque club doit avoir son adresse électronique officielle. Faites une petite enquête sociale, vous allez me donner raison. Ce sont les adresses personnelles des secrétaires des clubs qui font office. Il faut avoir, par exemple, une équipe féminine. Bon, est-ce que vraiment tous les clubs ont une équipe féminine? Donc, vous voyez, si... parce qu'en fait, le sport est intimement lié à l'économie d'un pays. Pour des raisons liées aux contingences économiques et à la conjoncture économique que traverse notre pays, les autorités qui gèrent les instances fêtières essayent d'être tolérantes, n'est-ce pas? Ouais. Si on appliquait la rigueur, et rien que la rigueur, aucun club ne subsisterait. Vous voyez? Donc, c'est un peu le côté, je dirais, le côté négatif dans la gestion du football congolais ou des clubs. Évidemment, il y a des missions qui sont, ou des tâches. Lorsque vous voyez les job descriptions dans l'administration d'un club, le comité définit les objectifs. Au début d'une saison, le comité doit s'assigner des objectifs à atteindre avec le staff technique. Oui. Et même quand vous recrutez un staff technique, c'est en fonction des objectifs que vous vous êtes assigné. Oui. Je me demande si tous les clubs font autant. Hein. Par exemple, moi personnellement, quand j'ai été aux affaires, secrétaire sportif au sein
du TEPM, le tout-puissant Mazembe, le comité fonctionnait assez normalement, où on s'assignait des objectifs avec le staff technique. Et donc, l'entraîneur était recruté en fonction des objectifs qu'on s'assigne. Par exemple, messieurs, vous signez un contrat avec les tout-puissants Mazembe, avec pour objectif à atteindre à moyen terme, nous voulons que vous puissiez nous apporter les résultats, par exemple, les résultats largement positifs en nous apportant la Coupe de la Ligue en foot. Deuxièmement, comme objectif, en tout cas, vous nous apportez la Coupe de la Champions League. Mazembe doit être champion cette saison. Okay. Et à tous les mois, nous devons jouer la finale ou la demi-finale. Vous voyez, ça, ce sont les objectifs secondaires. Si jamais on n'est pas à chose. Mais pour atteindre ces objectifs-là, il faut recruter telle qualité de joueurs. Parce que la matière première d'une équipe de football, ce sont les joueurs, les athlètes. Vous êtes d'accord? Ouais. Et donc, mais le problème que beaucoup de clubs rencontrent aujourd'hui, c'est que presque tous les clubs n'ont pas des recruteurs ou même des détecteurs de talents. Des scouts, comme on dit en Europe. Voilà. Il n'y en a pas, comme on voit par exemple Luis Moreno Campo, je crois que c'est lui, c'est de lui qu'il s'agit, le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Oui. Vous voyez le rôle Luis Campos. Vous voyez, je l'ai confondu avec, il porte le même nom que le procureur général près la Cour pénale internationale, l'ancien procureur, oui, excusez-moi. Donc, vous voyez, Luis Campos, c'est le rôle qu'il joue. C'est lui le manager. C'est en fait le manager qui est la plaque tournante. Voilà. Qui travaille en concomitance. C'est lui le trait d'union entre le comité et le staff technique. C'est le manager. C'est lui qui programme les réunions du comité sportif. C'est lui qui est toujours, parfois, même sur le banc de touche avec le staff technique pour des petits soucis d'administration, etc. Et donc, ici chez nous en Afrique, c'est en Afrique du Sud que j'ai vu ça dans l'équipe de Mamelodi, un peu dans tous les clubs, pratiquement les clubs maghrébins, il y a une très bonne administration, très très bonne administration. En Tanzanie aussi. En Tanzanie, j'ai visité les installations de Azam, par exemple. C'est fabuleux. C'est une très grande entreprise avec toutes les structures qu'il faut pour répondre aux normes administratives. Donc, bref, le club doit reposer son administration sur les règles déjà préétablies par la loi, les statuts des instances fêtières et les règlements ad hoc, ces statuts, les statuts du club et sa réglementation, donc son règlement intérieur. Ça, c'est en fait l'administration par définition. Ce sont les règles déjà, même quand vous êtes nommé, vous êtes désigné ou élu, voilà, vous arrivez, la première des choses qu'il faut faire, c'est de lire le cadre juridique et administratif du club. Qu'est-ce qui est prévu? Bon, ça, ce sont des exemples que je ramasse de manière éparse. Lorsque vous prenez, par exemple, la gestion des athlètes. Parce que l'administration, c'est vrai, l'administration consiste à garder l'interaction avec les instances fêtières, l'organisateur du championnat, par exemple, mais aussi les actes de gestion courante sur les athlètes. En dehors de ça, il y a les échanges épistolaires avec les organisations tierces et même des clubs amis. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'opérer les transferts, il faut poser les actes d'administration en écrivant officiellement à l'administration de l'équipe en face pour exprimer l'intention d'obtenir les transferts de tels joueurs et c'est cette équipe-là qui signe les papiers de transfert. Voilà, donc on retient que le mal est profond par rapport à l'administration, à la gestion administrative des clubs. Jean, une question pour continuer?
Bien, la meilleure structure s'agissant des clubs, de la gestion des clubs. Ouais. Bon, écoutez, la meilleure structure, je dois vous dire avec beaucoup de modestie qu'il n'y en a pas. Même si c'est dans notre contexte. Okay. La meilleure, en tout cas, c'est une mention supérieure. C'est une mention de distinction. Il n'y en a pas. Mais la bonne structure, une structure qui est bonne, qui est fréquentable et qui peut faire objet de références. En tout cas, par comparaison, je la trouve au sein du tout-puissant Mazembe. Pourquoi? Parce que tout-puissant Mazembe a son stade, ses installations, même pas ses stades. Il y en a un ici à Kamalondo, il y en a deux à Futuka. Et donc, Futuka, où il peut recevoir des matchs amicaux. Ouais. D'accord? Le tout-puissant Mazembe a un club féminin, donc la version féminine. Champion d'Afrique récemment. Oui, champion d'Afrique. Même si, en fait, les hommes n'ont pas atteint ce niveau-là, mais les filles ont lavé l'affront des hommes. Ouais. Alors, le tout-puissant Mazembe dispose des clubs de jeunes. Il y en a autant, voyez-vous. Le tout-puissant Mazembe dispose d'une académie de formation des joueurs. Ça se rapproche déjà à... Il a quand même les minimums. Voilà. Et le tout-puissant Mazembe, c'est un club qui... Parce que l'administration, c'est aussi veiller sur les séjours des athlètes expatriés au sein du club. Quand est-ce que leur visa expire, c'est l'administration qui s'attelle à régulariser les séjours de ces joueurs-là. C'est l'administration qui s'attelle, n'est-ce pas, à veiller sur les contrats. Mais, d'une manière générale, je peux peut-être finir par là, d'une manière générale, je dois vous avouer avec beaucoup de sincérité que même les prétendus meilleurs clubs de notre pays n'ont pas des contrats signés avec tous les joueurs. Ça, c'est une faiblesse de l'administration. C'est un sérieux problème. Voilà, donc le jour où il y aura des inspecteurs, moi j'ai toujours milité pour que la fédération puisse avoir des inspecteurs chargés d'auditer la régularité des actes d'administration dans les clubs avant qu'un club ne soit officiellement affilié s'agissant de ses athlètes. Parce que la CAF a des inspecteurs. Pourquoi pas la fédération? Donc, par transposition analogique, nous méritons aussi avoir une structure d'inspecteurs qui viennent pour la régularité, n'est-ce pas, du fonctionnement administratif. Voilà. Donc, je vous dis que beaucoup de joueurs n'ont pas de contrats avec des clubs. Alors que même le règlement du championnat de la Lina Foot exige que les joueurs puissent signer les contrats. Le staff technique doit avoir un contrat, n'est-ce pas? Et regardez comment c'est très charmant. En Europe, vous avez vu comment les clubs sont en train de dire au revoir à leurs cadeaux, à leurs légendes. J'ai eu quand Luka Modric recevait une salve d'ovation dans les Bernabéu, j'ai eu des larmes. Quand est-ce que ça viendra? Kevin De Bruyne. Voilà, avec Kevin. J'ai vu Bilbao dire au revoir à son capitaine emblématique qui a passé 10 ans. Et vous sentez, l'arbitre arrête la partie pour honorer le départ d'une légende. Ouais. Je me suis dit pourquoi on ne l'a jamais fait pour Thomas Trésor. Pourquoi on ne l'a jamais fait pour Kalouito Kadioko, Patou Kabangu et consorts, les Padou Bompunga, etc. Pourquoi les joueurs partent à guichet fermé? S'il faut que je m'exprime ainsi. Non! On devait atteindre également ce niveau-là. Imaginez les amis, dans le temple de Badiangwena, on célèbre le départ d'un joueur qui a rendu de bons et loyaux services, n'est-ce pas, à la nation et à son club. Et tous les Badiangwena se tiennent debout. D'une part Lupopo, d'autre part Mazembe. L'arbitre arrête les matchs pendant 2-3 minutes. La haie d'honneur, au remplacement, les joueurs saluent. Les deux... Imaginez l'ambiance que ça peut donner. Nous avons besoin d'atteindre ce niveau-là. Voilà la meilleure administration. Voilà la meilleure administration. Et j'ai dit même aux journalistes ce jour-là, vous serez au firmament, il y aura de quoi commenter cette événement. Il y aura de quoi écrire. Voilà.
peut-être préciser, ça c'était vraiment la réponse à ma seconde question, mais je vais tout de même revenir sur la première. Je parlais qu'après avoir œuvré dans l'administration au pays, vous avez disséqué de près ce que ça représente l'administration du football en général en RDC. Qu'est-ce que vous pouvez peut-être aujourd'hui proposer comme marge des manœuvres pour essayer d'avoir une administration qui se rallie à la réalité du football, mais c'est là en partant de notre contexte actuel. La première chose que je propose à quiconque veut m'entendre, pour que nous puissions moderniser et professionnaliser le football dans notre pays, la première des choses, ce sont des séminaires de mise à niveau, la formation. Une formation continue. Le football, c'est comme chez nous au barreau. Un avocat, c'est un apprenant continu. Si vous ne savez pas lire, vous ne savez pas apprendre, n'est-ce pas, ce qui se passe chez autrui, vous ne savez pas découvrir de nouvelles innovations et vous êtes en retard. Et regardez aujourd'hui, l'administration des clubs repose sur les secrétariats. Les secrétaires sportifs sont les premiers responsables, les patrons de l'administration des clubs. Mais combien de fois, depuis que vous êtes journaliste, vous avez fini à l'école du journalisme et vous avez commencé à exercer dans votre profession, rappelez-moi un seul jour où les secrétaires ont été mis à niveau. Les entraîneurs, oui. Les arbitres, oui, les arbitres par moment. Par moment. Ouais. Même nous, les commissaires au match, il n'y a pas de formation. Là, récemment, on a vu Kitenge en Tanzanie. Je sais pas. Non, dans le cadre privé. C'était privé. Vous voyez, nous avons plein d'autodidactes dans le secteur. Donc, nous, les commissaires au match, c'est grâce à la prouesse et à une capacité managériale très éprouvée du président Bosco Mouéou, que je salue au passage, qui l'année passée, je crois, l'année passée en 2024 ou 2023 par là, qu'il a organisé à la Maison du Barreau une formation de mise à niveau sur la gestion administrative et technique des matchs, n'est-ce pas, s'agissant, par exemple, de la transmission des rapports, les délais de transmission des rapports, comment les transmettre. Il a même acheté des kits pour que les kits de tablettes iPad, des tablettes, etc., qu'il a acheté, mis à la disposition des officiels, afin que, à la minute après le match, la LINAFOOT doit déjà être, la commission de compétition doit déjà avoir à sa disposition tous les rapports des matchs. Voilà, donc ça c'était la mise à niveau. Mais écoutez, la LINAFOOT fonctionne sous la supervision et l'autorité directe de la FECOFA aujourd'hui Conor. Donc, écoutez, ça veut dire que c'est une marge de manœuvre limitée. Mais ce que je propose, c'est la formation continue de tous les acteurs à tous les niveaux. Les journalistes sportifs, les officiels, les secrétaires des clubs, surtout les secrétaires des clubs. Beaucoup ne connaissent pas la réglementation. J'ai beaucoup d'estime pour le secrétaire sportif de Sangabalende, monsieur Vincent Chitenda. Ce monsieur connaît et il maîtrise très bien la réglementation. J'ai beaucoup d'estime pour le secrétaire sportif comme Odoric Lumbala de Bazano, extraordinaire. En tout cas, j'ai beaucoup de respect pour mon vieux d'heureuse mémoire qui est passé tout récemment de la vie à Trépas, Patrick Banichai, extraordinaire. Club. Voilà, des secrétaires de référence qui, n'est-ce pas, sont restés sur le banc de touche. Vous ne le voyez pas dans les gradins ou dans les tribunes d'honneur. Non, ils sont restés des années sur le banc de touche. Aujourd'hui, vous pouvez être dans une réunion d'organisation, une réunion technique que vous tenez. Ces hommes-là vous aident, facilitent la tâche à l'organisateur en rappelant certaines dispositions. Donc, je crois que beaucoup de cette génération-là devraient être recrutés pour la formation des jeunes secrétaires, n'est-ce pas, qui rentrent dans le métier. Donc, la formation, c'est quelque chose de très capital. La deuxième des choses, c'est le sponsoring des clubs. Non seulement les clubs,
même la la fédération, Ligue aussi. la Ligue aussi devrait avoir des sponsors, alors de véritables sponsors. Voyez-vous? Donc, je me rappelle quand le président du TP Mazembe était encore aux affaires, il a réussi à séduire beaucoup d'entreprises pour le sponsoring du club. Ce qui avait fait en sorte que même le traitement des joueurs avait été revu à la hausse et le prestige était au comble. Ouais, le prestige était à son comble et Mazembe faisait parler de lui au point que lorsque je fus secrétaire sportif, on a reçu une délégation d'experts venus de la Belgique qui nous avait fait du bien, qui prononçaient des beaux mots. Parce que en Europe, ils considèrent que Mazembe était le Real d'Afrique. Ouais. Ça nous a mis le vent en poupe. Donc, voyez-vous, il faut oser. Ce n'est pas impossible. Mais ce qui décourage aussi toutes ces bonnes volontés-là dans la tenue d'une bonne administration, d'une administration saine, c'est parfois aussi le genre d'homme. Le genre d'homme qu'on place, n'est-ce pas, à tel ou tel autre poste pour la gestion de cette administration-là. Okay. Donc, l'administration, sincèrement, je vous dis, dans les pays des hommes normaux, je suis allé visiter le siège d'Anderlecht, en Belgique. Mais c'est extraordinaire. C'est formidable. Les joueurs sont des cadres, ce sont des messieurs. J'ai osé, je n'ai pas beaucoup tourné à Paris. Ce jour-là, je n'avais pas eu vraiment rendez-vous avec le guide qui devait me permettre de faire le tour pour découvrir, n'est-ce pas, le siège du Paris Saint-Germain. C'est extraordinaire. Combien de clubs ont des sièges? Parce que c'est parmi les conditions sine qua non. Mais c'est un siège. Mais allez à Kinshasa. Un bureau physique, une adresse physique, on vous trouve facilement. Allez à Kinshasa, citez-moi un seul club qui a un siège. Parce que c'est là même la vitrine, le miroir, la capitale du pays. Bon, revenez parce qu'en termes d'importance, c'est Lubumbashi et Goma. Combien de clubs ont de sièges? Même ceux qui courent après les meilleures places ou les titres pour aller faire l'Afrique. Si aujourd'hui, avec tout ce que j'apprends comme réforme qu'on essaie d'apporter dans la réglementation de la CAF, si aujourd'hui vous êtes désigné premier de la Lina Foot pour aller jouer la Champions League, très bien, mais on vous pose une condition. Allons voir votre siège, la manière dont vous êtes organisé, les matériels administratifs, les matériels roulants, votre protocole du club, etc., les officiels, etc. On vient, on vous visite, vous êtes assis dans les bureaux. Comme ça se passe chez Mazembe. Je ne fais pas l'apologie de Mazembe, mais j'ai comme l'impression que ces messieurs-là avaient l'exemple quand même. Ces messieurs-là avaient vu vraiment le mal de loin, parce qu'en fait, les Américains disent gérer, c'est prévenir. Ouais. Voyez-vous? Alors, oui, le sujet il est tellement succulent qu'on est pris à défaut par le temps. Moi, j'aimerais d'abord savoir, Maître, vous avez parlé de la gestion, notamment des joueurs étrangers, parce que c'est l'administration qui doit veiller justement à leur, pas seulement bien-être, mais avec leurs documents, etc. J'ai comme l'impression, et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, qu'il y a une forme de complaisance avec les joueurs étrangers qu'aux joueurs congolais. Par exemple, un joueur congolais qui a un contentieux administratif avec son club, on va lui parler de la moralité, etc. Mais quand c'est un joueur étranger, ça va tout de suite aux tasses. Est-ce que c'est un comportement propre aux Congolais ou c'est quelque chose qu'on peut se retrouver sous d'autres cieux? Bon, écoutez, moi je suis enseignant. J'enseigne dans les instituts supérieurs et universitaires. Vous savez, dans la cotation de l'application d'un élève ou d'un étudiant, il y a souvent 3 mentions qui reviennent. C'est soit la mention très bien ou distinction, grande distinction, ou la mention bien, ou la mention médiocre. Parce qu'on ne peut pas dire assez. Et pour moi, les faiblesses que vous relevez procèdent de la médiocrité parce qu'on ne peut pas exercer les tâches administratives au gré des humeurs de l'individu qui anime l'organe administratif. Non. Je vais ajouter à ce que vous dites. Aujourd'hui, je n'ai rien contre un club
je reste objectif. Ok. Tous les prétendus grands clubs, donc les clubs viables, semi-viables et moins viables, c'est rare de trouver le comité se réunir pour définir, n'est-ce pas, ou bien évaluer, n'est-ce pas, à mi-chemin, les réalisations des objectifs assignés. Dans le parcours de l'exercice sportif. Pendant la saison. Je vous dis, aujourd'hui, le président de Lupopo, j'ai l'équipe de Lupopo avec le secrétaire sportif, monsieur Jean-Luc Capet. Point barre. Je ne vois pas monsieur Berthier venir à la réunion du comité sportif. Je ne vois pas le président Vigbo venir à cette réunion-là. Je ne vois pas les autorités du comité. Du club, ouais. Aujourd'hui, le président du tout-puissant Mazembe, qui n'est pas au pays, gère les clubs avec le manager Kitenge Kinkumba. Tout se limite à ce niveau-là. Je ne vois pas le président Forest venir à la réunion du comité pour évaluer même le comportement du staff technique. Je ne vois pas parmi les membres le professeur Wit Moulongo invité à cette réunion-là. Je ne vois pas M. Damien Simbi, Moukuba Damien Simbi, venir à cette réunion-là. Mais finalement, je ne cite que des grands clubs. Pourquoi? Parce que j'essaie un peu d'être rigoureux vis-à-vis d'eux, parce que c'est des clubs de référence. Des exemples. Et ça frustre d'une certaine façon. Vous voyez, aujourd'hui, Lupopo change d'entraîneur sur une saison 2 fois. Vita Club, n'en parlons pas. Ouais, Là, c'est encore à 2000 km de nous. Mais pour le Popo, c'est un peu grave. Bah, écoutez, tout ça, moi, je me dis, quand j'ai appris que Likemal est parti, je me suis dit, c'est parce que il n'y a pas de réunion du comité sportif pour évaluer La saison à mi-chemin. Non, la saison à mi-chemin, même évaluer les actes du staff technique. Ouais. Est-ce que dans la hiérarchie des sanctions, tout a été observé? Parce que tout doit commencer d'abord par une demande d'explication, des blâmes, des admonestations paternelles, et puis des mises à pied, etc. Mais c'est le contrat qui définit tout ça. C'est le contrat qui définit tout ça. Donc c'est un sérieux problème. S'agissant maintenant à la question, j'ai rebondi à cette question que Joël vient de poser sur la gestion des joueurs expatriés, etc. Mais écoutez, je venais de le dire ici. Les joueurs expatriés, lorsque vous prenez le cas de joueurs ivoiriens, camerounais, nigérians, même zambiens ici, maliens. Ils ont des agents. Non. Merci beaucoup, les beaux esprits se rencontrent. Ils ont d'abord leur réglementation à droite et le contrat qu'ils ont signé à gauche. Et dans tout ça, ils ont un manager qui les accompagne, qu'on appelle agent. Est-ce que dans notre pays, vous connaissez même ce concept-là d'agent? C'est un sérieux problème. Dans notre pays, vous trouvez dans un club un intendant qui recrute aussi. C'est bon. C'est vrai. Alors, maintenant, évaluons les conséquences. Vous faites venir par enchantement ou par effervescence X ou Y joueurs qui arrivent, qui déposent ses valises dans les clubs avec tambour et tintamarre. Très bien. Vous les journalistes, vous applaudissez. Mais comme toujours, vous attendez dans les coins si ça va très bien finir. Vous voyez? Bon. Et franchement. Vous ne respectez pas le contrat qui a été signé par exemple pour une durée de 5 ans. Contrat à durée déterminée. Il n'est pas respecté. Le joueur appelle, vous ne décrochez pas. Mais dans l'entretemps, il a été formé. Il connaît comment défendre ses droits. Il appelle son agent. L'agent vous contacte. Quand il se rend compte que vous brillez par des atermoiements, mais ils montent de paliers. Ils savent défendre leurs droits parce qu'ils les ont étudiés à l'académie. Évidemment. Mais ici, chez nous, vous avez des joueurs autodidactes que vous ramassez à Kinshasa parce qu'il a des jambes habiles et vous le prenez comme ça. Bon, quand il est abruti dans sa tête, eh bien, dans le royaume des aveugles... Ici, vous avez évoqué... Bon, on y roi. Ah, ben voilà. Si vous avez évoqué l'encadrement des joueurs étrangers qui sont vraiment encadrés dans des académies, ils savent aussi défendre leurs droits. Oui. Mais ici, il y a des clubs qui forment des joueurs,
Mais pour leur faire signer des contrats objectifs et des contrats qui respectent leur carrière, c'est toujours un problème. Par exemple, Écoutez, dire non, on t'a formé, tu es notre joueur. envers le joueur. Je vous ai dit que, avec beaucoup d'humilité, les installations des différentes structures sportives que j'ai visitées font état de ce que les ressources humaines sont très riches dans l'administration. On respecte la spécialité de chacun. Vous êtes juriste, limitez-vous à l'interprétation des textes et des règlements. Il y a des clubs dans les pays des hommes normaux. Vous trouvez des clubs avec un manager, avec une administration où il y a les assistants du manager. Il y a celui qui ne s'occupe que de l'affiliation du joueur. Leur séjour et la gestion de leur contrat. Donc, il y a celui qui ne s'occupe que des questions relatives à la vie physique des joueurs, la vie alimentaire des joueurs, la vie vestimentaire des joueurs, la moralité des joueurs. C'est là-dedans que vous trouvez des psychiatres, des psychologues, des diététiciens. C'est là-dedans que vous trouvez toutes ces personnes-là. Et en ce moment-là, vous avez une structure complète. Et vous avez une administration aérée. Et dans la réunion, le CEO, donc le boss, le président du club, monsieur le président de Paris Saint-Germain, rappelle-moi. Nasser Al-Khelaifi. Voilà, Nasser. Il est assis, il respecte le rapport de chacun. On fait les tours de table. Et c'est monsieur Luis Campo qui est distributeur de la parole. On demande au staff technique pourquoi vous alignez tel joueur et non pas tel autre. Dites-nous, vous devez convaincre. C'est pourquoi le classement s'est fait autant de jours bien avant. C'est pour permettre au comité sportif de comprendre. Est-ce que dans les 2 défaites de Lupopo survenues à Kinshasa contre Motema Pembe et les Aigles, a-t-on eu le temps de faire asseoir M. Luc Emal et son staff technique? Monsieur, avant le match, dites-nous pourquoi ce classement? Parce que j'apprends par les médias que les joueurs qui devaient jouer tel ou tel autre match n'ont pas été alignés. Le match de DCMP. Je saute sur cet argument-là. Est-ce que vous, le comité, vous avez rempli votre rôle? Ou bien vous venez seulement au stade pour voir si le président gouverneur est là? Non, les clubs ne devraient pas fonctionner de cette façon. Se dire sur les réseaux. Jean-Luc Capin est un secrétaire bien rompu. Un journaliste sportif, votre collègue, qui me recevait, moi, sur le plateau de Malaïka. On débattait des questions de sport. Quoi de plus normal que de faire venir le comité, au moins des membres présents? Il me revient même qu'à Kinshasa, il y a certains membres du comité du Saint-Éloi. Avant le match, messieurs du staff technique, dites-nous pourquoi tel joueur ne joue pas. J'ai vu au Cameroun les dirigeants de la fédération camerounaise chasser l'entraîneur. Bon, chasser c'est peut-être entre guillemets. Demander à l'entraîneur de les attendre dans l'isoloir. Ils se sont réunis pour dire que Zali Kambouama Belé. Oui. Ils ont fait leur classement. Ils ont dit, messieurs, voilà les joueurs qui vont jouer ce match-là. Et le Cameroun avait gagné. Donc, c'est une affaire de votre club. L'entraîneur, c'est un employé et le comité, c'est vous l'employeur. Parce que les comptes, c'est vous qui allez les rendre à l'Assemblée générale. Voyez-vous? Donc, c'est vous qui allez répondre. Pourquoi est-ce qu'ils ont joué ce rôle-là? Sinon, alors pourquoi avoir pris une mesure extrême de virer? J'ai toujours dit personnellement à des amis qui sont dans le Popo, avec lesquels nous débattons, par exemple, le président Philippe Kibawa, de la coordination des supporters. C'est un ami. C'est un ami, on a évolué ensemble, nos pères étaient aussi amis. Et donc, nous avons travaillé ensemble avec lui à la chancellerie. Je vous jure, c'est un monsieur formidable, extraordinaire. On échange souvent avec lui. Je lui pose parfois des questions auxquelles, avec beaucoup d'humilité, il me demande mes avis et considérations. Et je lui fais aussi des propositions.
Voilà, et si vous faites ça, et si vous faites ça. Donc je pense qu'il va falloir aider. Ne voyez pas seulement le président, non. L'administration, c'est un ensemble. Un ensemble de maillons. Chacun doit jouer son rôle. Le président n'est qu'un coordonnateur. Voyez-vous? Vous avez, c'est une structure, c'est une méga structure. Par exemple, dans une assemblée générale, où moi j'ai été élu secrétaire sportif, chez Mazembe a basculé d'un simple club en une structure omnisport. Une structure omnisport, vous trouvez toutes les disciplines, n'est-ce pas, ayant en partage les tout-puissants Mazembe, s'il faut que je m'exprime en français facile, qui portent les logos Mazembe, toutes les disciplines réunies. Et au-dessus, il y a une coordination. V-Club nous avait déjà précédé dans ça. Donc au-dessus, il y a une coordination, avec maintenant des sections. Section foot, section basket, judo, section judo, etc. C'est là que vous trouvez les vaillants Dr Jean-Claude Binemo, qui nous a sauvés, n'est-ce pas, de la férocité des 4 lions, hein, que je salue au passage. Félicitations pour cette prouesse. Et je crois aussi qu'il mérite quand même, n'est-ce pas, une palme d'or. Donc voilà. Donc vous voyez ça, et vous avez au-dessus le président des coordinations, Moïse Katumbi, avec celui qui vient après lui, M. Forest, avec un secrétaire général, M. Frédéric Kitenge Kinkumba, un trésorier général, M. Salomon Idi Kalonda, et les membres, le professeur Witt. Et puis, vous avez la section foot. Bon, qui jusque-là, les postes sont à pourvoir. Mais comme je vous disais là, c'est plus le secrétariat qui est pratiquement le pivot de l'administration. Bon, voilà. Effectivement. Et moi, à l'époque, j'avais proposé au président Moïse, je dis, maintenant que vous êtes là, pour éviter les cumuls, quoi de plus normal que de prendre votre épouse et de nous la mettre comme manager du club, donc présidente de la section sportive. Quelle a été sa réponse? Il avait promis d'étudier parce qu'il m'avait demandé de coucher ça par écrit, ce que j'avais fait. Aujourd'hui, certains des piliers que je lui avais proposés sont en train de payer, parce qu'il les a observés, mais d'autres, je crois que c'est en cours de téléchargement. Franchement, le sujet a été donc croustillant avec Maître Jean-Claude Muzungu. On a donc nagé autour de la gestion administrative des clubs ici en République démocratique du Congo. On a compris que les mal étaient profonds. Il faut donc songer aux solutions qu'il a proposées sur ces plateaux de la team GMJ. On poursuit cette émission et là, on va donc refaire un pas dans l'histoire. Un pas dans l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes en 2018 quand l'équipe de la Croatie atteignait la finale de la Coupe du Monde qui était soldée par la victoire de la France de Kylian Mbappé. On revient sur ces matchs-là. Ouais, justement, on va non seulement revenir sur le match, mais surtout sur la belle épopée de l'équipe croate en 2018. C'était donc lors de l'été 2018, la planète entière avait les yeux rivés sur la Russie. Et parmi les nations en lice, une petite étoile qui a brillé à travers cette Coupe du Monde. Il fallait vaciller. Ils ont fait vaciller les géants du monde du football, la Croatie, un pays de moins de 4 millions d'habitants, un pays jeune, encore marqué par son histoire tourmentée, mais debout devant toutes les grandes nations du football, question de marquer son histoire. Et à la tête de cette génération dorée, il y avait lui, cet homme, Luka Modric, un petit homme par la taille, mais géant par les cœurs et par le talent. Son brassard de capitaine ne pesait pas sur son bras, il vibrait à son rythme. Sur le terrain, il ne craignait personne, il guidait, il inspirait et il portait tout un peuple sur ses épaules. Le premier tour, 3 victoires pour cette équipe de la Croatie sans trembler. L'Argentine de Lionel Messi balayait 3-0 dans ce qui fut
un signal très fort. La Croatie ne venait pas pour participer, elle venait pour écrire l'histoire. Puis, vers finalement les matchs à élimination directe, 3 prolongations et 2 séances des tirs au but, une volonté de faire pour les Croates, une endurance presque surhumaine et toujours ce même homme, Luka Modric, infatigable maestro au milieu du terrain. Il courait, il organisait, il tenait le rythme, le cœur du jeu, le cœur du groupe, c'était lui. En demi-finale, l'Angleterre ouvre le score, mais la Croatie ne doute jamais. Modric galvanise les siens, ils reviennent, ils renversent, ils s'imposent et voilà donc les Valtréni, les flamboyants, ils sont en finale de la Coupe du Monde pour la première fois de leur histoire. Le rêve est immense. La marche est peut-être trop haute face à l'équipe de France, mais qu'importe, le monde entier découvre cette Croatie battante, valeureuse et exemplaire. Et Luka Modric, malgré la défaite, en finale, 4-2, soulève un autre trophée, le Ballon d'Or du tournoi, une consécration pour lui, l'enfant de la guerre devenu l'icône de tout un pays, l'enfant silencieux devenu un capitaine et un meneur d'hommes. Ce parcours n'a pas simplement marqué l'histoire du football, il a raconté une histoire humaine, celle d'un peuple uni, celle d'un homme qui n'a jamais renoncé. Car en 2018, la Croatie n'a pas seulement joué au football, elle a écrit une épopée et Luka Modric en était le héros. C'est donc ça l'histoire de cette Croatie version 2018. Personne ne croyait à ce collectif-là, personne ne croyait à ce groupe-là, mais finalement, c'est avec Modric, on parle plus de Modric en tant que capitaine, mais il y a eu Mandzukic, il y a eu Perisic, il y a eu les Kovacic, Rakitic également, qui ont emmené cette équipe-là, et un gardien magnifique qui était le gardien de l'AS Monaco, Subasic, qui a été héroïque par justement ces 2 séances de tir au but. Face à la France, c'était difficile parce qu'on connaît la force de frappe de l'équipe de France de cette année-là, mais ça reste quand même une épopée 2018 historique pour l'histoire non seulement de la Coupe du Monde mais aussi pour le football. Un moment épique pour la Croatie de Luka Modric. Ouais, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que Modric il reçoit les Ballons d'Or en 2018, parce que il fait un très beau parcours en Coupe du Monde avec la Croatie. Joël le disait ici lors de son récit, ce qui n'était pas attendu au premier plan, mais c'est une nation qui petit à petit est venue, qui a sorti de concurrents directs et des grands matchs. Et tout ça là derrière, c'était sous l'orchestration d'un certain Luka Modric. Il n'était pas bon sur tous les matchs, mais les matchs essentiels, il y était présent. Et ça, c'est hyper important. Ça reste toujours des matchs historiques marqués dans les annales du football. Il faudra dire que la France a emporté face à la Croatie, pas parce que la Croatie était mauvaise, mais parce que la France était supérieure, faudrait dire. Ouais. Mais la Croatie a donné tout ce qu'il pouvait. Parce que là, déjà même en demi-finale, ils avaient fait un match de fou, des malades. Donc, je pense que ça reste de moments historiques, plaisants à voir dans l'histoire du football planétaire. Évidemment, Luka Modric lui-même qui a fait ses adieux au Real Madrid. Bien sûr. La fin d'histoire. Ouais, la fin d'une très très belle histoire, le départ d'une légende. C'est quand même 6 Ligues des Champions ensemble avec Dani Carvajal. C'est les joueurs qui ont remporté le plus cette compétition-là. Donc c'est une légende qui s'en va. Et en fait, de lui, on retiendra beaucoup de choses. L'humain qu'il était, mais aussi le joueur formidable qu'il a été, parce que surtout derrière du pied. Ça restera à jamais. Aujourd'hui, c'est devenu la marque des fabriques d'un certain Lamine Yamal. Ça va rester. Et aujourd'hui, je crois que tous ceux qui ont vécu l'époque Modric, ils vont s'identifier toujours, ils vont identifier ce geste-là à ce personnage. Il ne l'a pas inventé, mais il l'a bonifié. Évidemment, mais un certain Quaresma. Quaresma est excellent, mais seulement qu'il a une petite carrière. Magique, ouais, mais bon, ça a joué à ça. Évidemment, ça touche à la patte. C'est justement différent avec. Quaresma lui pouvait marquer un coup franc par extérieur du pied, Modric, j'en doute un peu. Non, Modric, c'est la dépasse. On poursuit cette team JMJ, les 18e épisodes de notre série. On continue aujourd'hui. Maintenant, c'est le Panthéon, le moment aussi important de cette émission. Et aujourd'hui, on va un peu baisser des voix et on attend ce qui sera le Panthéon de cette émission. C'est après cette transition. Et on parle d'un joueur que vous connaissez, que le grand public connaît, Jean Cassoussoula, les latérales, devenu modèle de constance et d'engagement. Et ben voilà, bonsoir ou bonjour à tout le monde, et surtout aux passionnés du football, fidèles à la team JMJ. Aujourd'hui, cap sur une légende discrète, mais ô combien précieuse du football congolais, Jean Cassoussoula Kilicho, une carrière longue comme un fleuve, un parcours riche, un nom gravé dans l'histoire du TP Mazembe et des Léopards la RDC. Quand on évoque Jean Cassoussoula, on pense immédiatement
à cette chevelure blonde sur le côté gauche de la défense, à la régularité d'un métronome, à une fidélité qui force le respect. Arrivé au TP Mazembe en 2004, il y a resté jusqu'en 2020. Saison de loyauté dans un seul club, ce n'est pas une carrière, c'est un sacerdoce. C'est rare, mais à l'échelle mondiale. Avec les Corbeaux, il a tout gagné, presque 5 fois la Ligue des Champions, de la CAF, des Supercoupes d'Afrique et une finale historique de la Coupe du Monde des clubs FIFA en 2010, où Mazembe s'est mesuré à l'Inter des Samuel Eto'o. Jean Casusula, c'était l'assurance, tout risque côté gauche. Pas flamboyant, mais efficace, pas toujours sous les feux des projecteurs, mais indispensable à l'équipe, à l'équilibre du groupe, voulais-je dire. Et puis, il y a eu les Léopards, 41 sélections sur les maillots nationaux entre 2011 et 2015, dont une belle médaille des bronzes à la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Là encore, son rôle n'était pas forcément celui des leaders vocaux, mais celui du soldat toujours prêt, du professionnel incomparable. Mais l'histoire des Casusula ne s'arrête pas au rectangle vert. En 2015, il annonce avec son coéquipier Robert Kidiaba sa volonté de s'élancer en politique, une manière pour lui de continuer à servir la nation autrement, preuve que l'on peut conjuguer la carrière sportive et conscience citoyenne. Aujourd'hui, Jean Casusula reste une référence, un exemple pour les jeunes joueurs, une icône silencieuse, mais respectée dans un monde où le football congolais cherche encore ses repères. Lui aura laissé une trace indélébile, celle de l'homme stable, fidèle et engagé. On peut donc dire merci à Jean Casusula pour toutes ces années de football propre, de loyauté au TP Mazembe et d'amour au Congo. Et donc la team JMJ restant connectée pour d'autres légendes, bien sûr. Évidemment, Jean Casusula Kilicho. Moi, je me rappelle de ses coups francs. Magique. Ouais, C'est magique, hein. Pied gauche exceptionnel. C'est parmi les rares joueurs congolais qui pouvaient bien le faire. Ouais, un pied gauche exceptionnel. Je me rappelle de la belle rivalité qu'il y avait entre lui et Bouma Simbi. C'était des latéraux exceptionnels. Mais pour parler que de Jean Casusula, il a écrit l'histoire parce que c'est il a été pendant très longtemps le joueur le plus titré de l'histoire de ce pays. Ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, mais c'est un joueur rempli de talent, rempli notamment aussi de réussites, parce que les talents, il y en a en RDC, mais avoir une carrière comme celle de Casusula, j'ai aimé Jean qui dit que il a dit que c'est un sacerdoce. c'est assez puissant parce que c'est un apostolat. Il mérite en fait parce que c'est les joueurs d'un seul club, c'est le joueur qui a tout connu avec le tout puissant Mazembe Englebert, et aussi le départ de Casusula, on se rend pas compte. On n'a jamais retrouvé un joueur comme ça au sein du TP. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, il y a eu des grands avançants. Samantha est parti, on a connu des Jackson Muleka, on a connu, même s'il n'a pas été brillant en Champions League, gauche, on a connu, oui. Ouais, pour dire simplement qu'il y a des postes, au fait, aujourd'hui au TP qui n'ont pas encore connu des successeurs. Aujourd'hui, on parle de Kidiaba, mais oui, moi, quand je regarde mon courant international malien qui joue la Coupe d'Afrique, il n'est pas très loin d'un Robert Kidiaba, mais dans le latéral, dans ce couloir gauche-là, on n'a pas encore remplacé ce Jean Casusula, mais je pense que c'est un joueur qui a marqué l'histoire, et je crois que il est encore grand temps de rendre hommage à ces genres de personnalités tant qu'ils sont encore vivants et ils sont ensemble avec nous. Aujourd'hui, entraîneur de Mazembe B, ou C, c'est pas. Parfois. Il est un peu partout, mais je me retiens que, vous savez, c'est ces genres de joueurs qui marquent les esprits sans forcément faire beaucoup de bruit, au fait. Ouais, c'est ça la différence avec le joueur aujourd'hui qui arrive dans le game, parce que voilà, on veut beaucoup plus faire connaître, parler, et des fois on oublie l'essentiel. Prester d'abord, montrer ses services, convaincre les publics, et puis à partir de là, vous faites un nom. Donc je pense que c'est ces genres de carrières qui inspirent un peu plus les jeunes qui doivent aujourd'hui venir dans les milieux. Évidemment, Jean Casusula Kilicho qui donc intègre notre panthéon de ces 18e épisodes de la team JMJ. On s'approche petit à petit au 20e épisode. Peut-être ce sera pour clôturer notre série. Et voilà, aujourd'hui on vous dit merci de nous avoir suivis. On se retrouve les samedis prochains. On dit merci à Jean, merci à Joël pour cette belle émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de la team JMJ. Bonjour, c'est Maman, citoyen de la République très démocratique du Gondwana, président du Parlement du Rieur. Je suis aujourd'hui à Lubumbashi dans l'émission La Team JMJ.
C'est tous les samedis. Première diffusion, midi. Après, vous pouvez voir, il y a des podcasts. S'il n'y a pas de podcast, il faut qu'ils créent des podcasts.